Platon naquit à Athènes vers 427 avant Jésus-Christ et y mourut en 347. Aristocrate de naissance, il était par sa mère de la famille du législateur Solon. Il eut tout d'abord, selon la tradition familiale, le projet d'entrer en politique. Mais les choses tournèrent différemment. La démocratie athénienne avait perdu la guerre contre Sparte, et les 30 avaient pris le pouvoir. Ils furent à leur tour remplacés par un nouveau gouvernement représentatif. Celui-là même qui condamna Socrate à mort en 399 avant Jésus-Christ. Cela dégoûta vraisemblablement Platon de la politique athénienne et de ses abus. Et il préféra s'intéresser à la reconstruction de la politique. Il poursuivit la tentative de Socrate de réfuter théoriquement le relativisme des sophistes, qu'il considérait comme participants du déclin politique. Se proposant d'établir les principes sur lesquels on pourrait bâtir un système politique sain, il exposa sa conception de l'État idéal. Il se détourna ainsi de la politique du jour vers une réflexion sur ce qu'est de la politique et sur ce qu'elle devrait être. Platon essaya 3 fois de transformer en réalité ses idées politiques. Ces tentatives eurent lieu peu après sa rencontre en Sicile avec le tyran de Syracuse Dénie l'Ancien, et ensuite sous le règne du fils de ce dernier, Dénis le Jeune. Chacune se solda par un échec. Une fois, c'est seulement de justesse que Platon put rentrer à Athènes en un seul morceau. Plus tard, il voyagea en Italie du Sud, où il rencontra les pythagoriciens, qui semblent avoir fait sur lui une forte impression. Ils s'accordaient principalement sur les points suivants. 1. Une vision des mathématiques comme essence de toute chose. 2. Une vision dualiste de l'univers, ce qui est réellement les idées, et le monde visible des ombres. 3. La transmigration et l'immortalité de l'âme. 4. Un intérêt pour la science théorique. Ou un mysticisme religieux et une morale ascétique. Vers 388 avant Jésus-Christ, Platon fonda une école à Athènes, l'Académie, ainsi baptisée parce qu'elle était située dans un jardin qui portait le nom du demi-dieu Académos. L'Académie d'Athènes n'enseignait pas seulement la philosophie, mais aussi la géométrie, l'astronomie, la géographie, la zoologie et la botanique. En outre, l'éducation politique y tenait une place centrale. Il y avait aussi des exercices gymniques quotidiens. L'enseignement s'appuyait sur des conférences et des discussions. L'Académie existait depuis plus de 900 ans lorsqu'en 529, après Jésus-Christ, elle fut fermée par Justinien. Alors qu'il ne reste que quelques fragments des philosophes présocratiques, nous disposons d'environ 30 dialogues de Platon, de longueur variable, ainsi que de quelques lettres. Il y a de plus sur lui des sources secondaires, en particulier des commentaires d'Aristote. La difficulté à découvrir ce que Platon pensait ne vient pas du manque de travaux existants, mais plutôt de la façon dont les dialogues sont écrits. Platon lui-même y apparaît rarement, et il ne pose en conclusion ni thèse ni point de vue. Il y a de plus une possibilité que les conceptions de Platon aient changé pendant la période durant laquelle il a écrit ses œuvres. On divise ses travaux en 3 phases. Les premiers dialogues, socratiques. 2. Les dialogues de la maturité, dont la République. 3. Les derniers dialogues, dont les lois. Platon commande de la manière suivante ses difficultés à transmettre ce qu'il a à dire. Car il s'agit là, en philosophie, d'un savoir qui ne peut absolument pas être formulé de la même façon que les autres savoirs, mais qui, à la suite d'une longue familiarité avec l'activité en quoi il consiste, et lorsqu'on y a consacré sa vie, soudain, à la façon de la lumière qui jaillit d'une étincelle qui bondit, se produit dans l'âme et s'accroît désormais tout seul. Il ne croit pas que des lecteurs ordinaires puissent facilement saisir ce qu'il a dans le cœur. La route de la connaissance philosophique est longue et laborieuse. Elle prend du temps et exige du travail. Elle exige une discussion fraternelle et ouverte entre tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Mais même ainsi, nous n'atteindrons pas automatiquement la vérité, de la façon dont nous acquérons de la connaissance au cours de notre éducation. La vérité vient dans l'âme quand elle y vient, comme un soudain rayon de lumière. Prendre les mots de Platon au sérieux affecterait autant notre façon d'aborder les problèmes que nos attentes quant à notre progrès dans la connaissance et dans la sagesse. Les simplifications pédagogiques présentées dans les pages suivantes sont donc fort peu platoniciennes, mais elles pourraient fournir une aide suffisante pour permettre à quelqu'un de s'engager sur la voie de la sagesse.
Selon Platon, cette voie exige de la patience et un dur labeur, et elle n'a pas de fin, elle occupe notre vie tout entière. La vérité que nous trouvons ne peut se partager avec ceux qui ne cheminent pas et dînent pas avec nous. La vérité n'est accessible que si l'on en suit la route. Socrate croyait possible d'atteindre une connaissance objective en examinant et en clarifiant les concepts que nous appliquons à l'humanité et à la société, des concepts tels que vertu, justice, connaissance et bien. Nous pouvons par exemple découvrir par une analyse conceptuelle ce que sont vraiment la justice et le bien. Pour être capable de déterminer si une action est bonne ou non, nous devons la comparer à un modèle ou à une norme, c'est-à-dire au bien. Pour autant que l'action ressemble à ce modèle, elle est bonne, elle est bonne. En définissant des concepts universels tels que le bien et la justice, nous saisissons quelque chose d'universel et d'immuable. Mais qu'est-ce que ce quelque chose que nous saisissons? A-t-il une existence objective? Pouvons-nous nous y référer comme à un objet indépendant qui se trouverait dans notre environnement? Ou est-ce un objet de pensée qui n'existe pas en dehors de nous? Ce sont les types de questions qui surgissent à propos de l'analyse conceptuelle de Socrate et de l'affirmation de l'existence de normes éthiques universelles. Peut-être Socrate était-il quelque peu incertain quant à la façon d'expliquer philosophiquement l'existence de normes politico-éthiques universelles. Mais avec sa théorie du bien comme idée, du grec eidos, idée, Platon entend résoudre ce problème. On peut voir la théorie des idées comme fondamentalement la défense d'une éthique objective. Platon complète ainsi la critique socratique du relativisme des sophistes. Il y a cependant quelques doutes sur la question de savoir si Platon lui-même souscrit vraiment à la théorie platonicienne des idées. Il présente de fait contre elle quelques arguments puissants. Peut-être est-il plus néoplatonicien comme saint Augustin que platonicien. Il importe de rappeler ici que sa carrière littéraire connaît un développement que l'on a interprété comme suit. Dans sa première phase, il reste proche de Socrate, les dialogues socratiques. Il travaille à l'aide de l'analyse et de la connaissance conceptuelle. Dans sa phase intermédiaire, il essaie de montrer que les idées ont une existence indépendante. C'est la théorie des idées, comme dans la République. Et pour finir, conduit par la dynamique interne du problème, il expose une épistémologie dialectique, comme dans le Parménide. Dans le Parménide, Platon traite de la critique de la version dominante de la théorie des idées, qui s'appuie sur la question de la définition des idées et sur celle de la façon dont les choses participent aux idées. À propos de la première question, on demande au jeune Socrate s'il y a des idées de l'unité et de la pluralité, et d'autres concepts mathématiques. Sa réponse est un oui sans restriction. Et pour le beau, le bien et les concepts correspondants, sa réponse est la même. Et pour les êtres humains, pour le feu et pour l'eau, oui, mais ici Socrate est moins sûr de lui. Qu'en est-il donc du cheveu et de la boue? Ont-ils aussi leurs propres idées? Il ne peut y avoir d'idées pour eux, selon Socrate. En d'autres termes, il y a quelque incertitude quant à ce qui a et qui n'a pas d'idées. Le critère semble en faire défaut. Tandis qu'en même temps, on dirait que les phénomènes de valeur ont des idées, non les choses indignes. Parménide voit dans ce point de vue une preuve que le jeune Socrate est influencé par l'opinion et n'est pas encore capable de pensée indépendante. Dans le Parménide, Platon continue le dialogue par une mise à l'épreuve dialectique du concept de l'un par rapport au différent, à lui-même et à la pluralité, en s'appuyant sur des hypothèses mutuellement exclusives, que l'un est ou qu'il n'est pas. La façon d'interpréter cette partie du dialogue est l'une des questions fondamentales des études platoniciennes. On a soutenu que Platon y révèle la partie la plus importante de sa philosophie, un processus de pensée dialectique qui conduit aux frontières de la pensée, où l'origine première de toute chose apparaît implicitement, au-delà de ce que nous pouvons penser et exprimer. Puis ce processus change de direction, et comme la lumière venant de l'origine première, il descend, traversant dans sa descente la théorie des principes et celle de la science, là où les idées apparaissent dans leur relation mutuelle à plusieurs niveaux, jusqu'à ce que la lumière se perde dans la diversité et le chaos des sens. Ce qui signifie que Platon est un mystique néoplatonicien, travaillant avec la raison dialectique, en accord avec l'interprétation néoplatonicienne. Selon cette conception, l'interprétation traditionnelle de la théorie des idées ressemble à la perspective d'une torche sur la vérité. La lumière et l'origine première sont vues d'en dessous,
à partir des choses et du monde des sens par une abstraction ascendante. La lumière qui vient d'en haut, qui pourrait concilier les contre-arguments déjà mentionnés, n'est alors pas reconnue. C'est tout d'abord en rompant avec la raison analytique que nous pouvons acquérir la perspective de l'aigle selon laquelle, à partir de l'origine première, nous voyons vers le bas, à travers le monde des idées et vers le monde des sens, selon laquelle le monde des idées n'est pas vu comme un ensemble de concepts universels, induits et hypostasiés, mais comme la lumière qui vient d'en haut et qui passe de l'origine première au monde des sens. La division idéaliste bipartite que l'on trouve dans l'interprétation dominante de la théorie des idées est ainsi transcendée au profit d'une théorie dynamique de l'émanation, du type de celle que nous trouvons dans la philosophie et la théologie néoplatonicienne. Toutefois, la théorie des idées peut s'interpréter dans la lignée des doctrines ontologiques de la période cosmologique, conduisant à la question « qu'est-ce qui existe ?» Quelques-uns répondent que certaines substances existent. D'autres, comme Pythagore, disent que la structure ou la forme existe. Selon cette interprétation, Platon dit que les idées sont la réalité première, substance. Afin de rendre vraisemblables les premiers pas dans la théorie des idées, nous pouvons prendre comme point de départ notre propre réalité quotidienne. Si nous creusons un fossé avec une pelle et que quelqu'un nous demande sur quoi nous travaillons, nous pouvons répondre par exemple « un fossé » ou « une pelle et de la terre », mais si quelqu'un dans un cours de mathématiques nous demande sur quoi nous travaillons, il devient immédiatement plus difficile de répondre. Nous pourrions dire « du papier » ou « un tableau noir », mais ce ne sont pas de bonnes réponses, puisque nous pourrions donner les mêmes à la question de ce sur quoi nous travaillons dans un cours d'anglais ou de dessin. Or nous ne travaillons pas sur les mêmes choses quand nous travaillons sur les mathématiques ou sur la grammaire. Ce ne sont pas les mêmes sujets. Mais quel est le sujet des mathématiques? Nous pourrions répondre, c'est un système de concepts. Cette réponse nous met sur la voie de théorie des idées, une théorie qui dit qu'en plus des choses que nous pouvons percevoir par nos sens, la craie, l'encre, le papier, le tableau noir, etc., il y en a que nous comprenons mais ne pouvons percevoir par nos sens, à savoir des concepts comme le cercle, le triangle, etc. Mais est-il si sûr que ces idées mathématiques existent? N'est-ce pas seulement la craie sur le tableau qui existe, et non ces idées? Dans ce cas, les idées mathématiques disparaissent-elles quand nous effaçons le tableau pendant la pause? Cela semble déraisonnable, ou les mathématiques n'existent-elles qu'à l'intérieur d'eux, nous. Mais alors, comment 30 élèves d'un cours de mathématiques pourraient-ils tous apprendre la même chose, par exemple le théorème de Pythagore, alors que certains pensent lentement et d'autres rapidement? Les mathématiques ne peuvent être simplement à l'intérieur de nous. Elles doivent être quelque chose vers quoi nous pouvons tous diriger notre attention, à quoi nous pouvons penser. Les vérités mathématiques sont universellement valides, c'est-à-dire qu'elles sont valides pour tout le monde. Elles ne sont par conséquent pas liées à l'individu. Ces simples questions, ces simples réflexions nous laissent avec quelque chose qui correspond largement à la théorie platonicienne des idées. Les idées, comme le cercle et le triangle, ne peuvent être saisies à l'aide de nos sens. Elles sont intelligibles par notre raison. Les cercles et les triangles particuliers que nous percevons à l'aide de nos sens sont comme des représentations périssables des idées correspondantes. Les idées sont universelles et immuables par opposition aux représentations changeantes. Et les idées ne sont pas quelque chose au sein de nos pensées. Elles existent objectivement. Elles sont universellement valides. Nous avons ici utilisé à nouveau le procédé qui consiste à regarder les questions et les arguments afin de comprendre la réponse. Et l'une des conséquences en est celle-ci, si l'univers est divisé en deux, c'est-à-dire s'il y a deux formes d'existence. Les choses que nous percevons par nos sens et les idées, alors nous avons déjà préparé le terrain pour une éthique universellement valide. Nous avons d'une certaine façon expliqué comment il est possible de dire que le bien existe comme quelque chose d'objectif, à savoir sous la forme d'une idée.